Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Un podcast sérieux mais pas trop. pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire de France au premier millénaire. Cet épisode est notre épisode bonus de conclusion de la saison. Et pour terminer en beauté ce IIIe siècle, revenons sur les événements les plus marquants pour vous de cette saison. Merci de cette question, Xavier. Pour moi, le premier événement marquant est ce que j'appellerais de façon tout à fait personnelle la rupture des Sévères, avec notre pauvre Alexandre Sévère qui se fait débarquer de façon radicale par ses troupes, ce qui va initier la période de renouvellement, on va dire, extrêmement fréquent des empereurs. Cet événement correspond aussi d'ailleurs à l'apparition d'un de mes personnages favoris de ce IIIe siècle, le fameux Maximin le Thrace. Une sorte de connard le barbare, période historique, ayant une enfance de berger, potentiellement un pergo, et qui était capable de boire des quantités astronomiques d'alcool, de tuer des ennemis à main nue, et de battre des chevaux au galop en course de vitesse. Bref, un vrai personnage. Ok, je te reconnais bien là, Romain. Tu as toujours été fan de l'histoire bataille et des personnages les plus truculents. Mais redevenons sérieux, car effectivement, il y a une succession rapide d'empereurs issus des rangs de l'armée qui ont été portés au pouvoir par celle-ci, après l'assassinat d'Alexandre, comme tu l'as si bien dit. Mais tout d'abord, l'histoire romaine est parsemée d'usurpateurs. Par exemple, au 1er siècle, sous le règne de Néron, on peut citer le gouverneur de la Lyonnaise, Vindex, qui a tenté de prendre le pouvoir. De plus, de nombreux usurpateurs deviennent au final des empereurs légitimes. On a eu l'exemple dans nos podcasts de Septime Sévère, ou encore de Dioclétien, sur lequel on a fini notre première saison. Enfin, si il est vrai que les historiens s'accordent à dire qu'une série de crises ébranle les fondements même de l'Empire, le terme d'anarchie militaire est lui remis en cause de manière régulière. Mais c'est vrai qu'on a quand même une suite de guerres civiles et d'usurpations à gogo. Et toutes ces successions, ou presque, sont violentes, et on assiste à des luttes sans fin entre Romains. Et donc, on peut quand même faire l'hypothèse qu'on a un énorme montant de ressources et d'hommes gaspillés durant ces 50 ans de troubles. Alors, effectivement, ce n'est pas toutes les régions qui sont concernées. Et puis, il y a d'autres crises, on en a parlé. Des crises monétaires, une crise religieuse, une crise sanitaire aussi notamment. On parle même aussi d'une crise climatique qui va avoir des impacts notamment sur les famines et les désordres en général dans les provinces. Mais la crise politique de cette période n'aide pas vraiment à la stabilité générale du système. En attendant, quel autre fait marquant pouvez-vous citer ? De mon côté, le fait marquant serait la capacité d'adaptation de l'Empire romain. Et notamment, c'est ce qu'on a vu via la diarchie ou la tétrarchie. Cela dénote de la vitalité politique de Rome pour gérer un empire vaste et qui est en constante évolution. Sur ce point, je suis tout à fait en accord avec toi, JC. Je trouve que l'Empire romain a su faire preuve d'originalité dans sa volonté d'adaptation, avec un exemple somme toute exceptionnel dans l'histoire d'un empereur qui, au fait de sa puissance, va volontairement céder une partie de son pouvoir à un binôme de façon à mieux gérer l'Empire. Et quand je dis céder, c'est volontairement céder, pas sous la contrainte, pour mieux s'adapter. Ce qui d'ailleurs préfigurera la scission de l'Empire. Alors, c'est pas tout à fait inédit non plus quand même. L'empereur n'a jamais vraiment contrôlé la totalité de son empire. Il y avait toujours des gouverneurs ou des légats pour l'aider dans sa tâche. Et dès le IIIe siècle d'ailleurs, on voit des empereurs associer leurs fils ou leurs successeurs désignés pour les aider à contrôler l'ensemble du territoire. Mais c'est sûr que Dioclétien va institutionnaliser le système et ce commandement de l'Empire à plusieurs, ce qui est effectivement le fait notable de la fin de cette période. Alors pour terminer, quel autre événement marquant tu veux nous citer, Romain ? Il y en a un qui me semble évident. Il s'agit de l'installation des Francs au sein de l'Empire. Contrairement à ce que des personnes peut-être moins initiées pourraient penser, les Francs ne sont pas arrivés du jour au lendemain, traversant Rhin et Danube,
pour submerger l'Empire. Au contraire, on a assisté à leur installation progressive dans l'Empire, plus ou moins chaotique, au gré des victoires et des défaites des différents usurpateurs. Mais le fait est bien là qu'ils sont arrivés progressivement, voire plus ou moins incités par l'Empire. Et pour moi, c'est un des faits marquants que cette arrivée progressive est, on va dire, sur la pointe des pieds de nos amis francs. Alors quand même, attention de ne pas voir l'évolution de Rome et de son empire que sous le prisme des attaques aux frontières, que ce soit celle des Alamans ou encore des Francs. Au final, l'Empire romain a toujours eu dans son existence des guerres à mener pour agrandir ou garantir l'intégrité de ses frontières. Au final, on pourrait dire que l'instabilité aux frontières est la norme. Et les empereurs font le choix de défendre au IIIe siècle essentiellement celle du limès danubien, car c'est la clé de l'Italie et de Rome, quitte à laisser du coup les autres frontières un peu de côté. Et maintenant, Xavier, c'est à JC et moi de te poser une question. Parce que nos auditeurs l'auront certainement remarqué, le titre de notre podcast est un peu mensonger. Nos amis francs ont été beaucoup moins présents que ce qu'on aurait pu penser. Et la question que nous te posons est donc la suivante. Xavier, quand va-t-on vraiment parler des Francs ? Alors c'est vrai, il a fallu un certain temps dans ce podcast avant qu'on aborde la question de nos héros les Francs. Nous voulions prendre le temps de donner le contexte pour bien comprendre qui ils étaient. Nous remercions chaleureusement tous nos auditeurs pour leur patience, leur écoute et leurs questions, et nous vous invitons pour la 2e saison. Cette fois, c'est promis, les Francs vont être présents au cœur de l'Empire et de notre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France au premier millénaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur notre site www.meropodcast.fr et à bientôt pour la saison 2. T'as dit connard le barbare. C'est vrai. Laisse tomber. J'aimerais que nous revenions sur les événements. Sur les Allemands ? Mais tout d'abord, l'histoire romaine est parsemée d'usurpateurs. J'arrive jamais à le dire ce mot.